Alors, je ne sais pas de quelle manière vous voulez prendre la parole. Il faut bien qu'il y en ait un qui prenne la parole. En tout cas, merci d'être là et de représenter vos institutions. Bien, eh bien bonsoir. Donc, je suis Marc Delpech, je suis l'ancien directeur de BioSPC. J'ai arrêté le 1er janvier après un mandat. Je suis PUPH en génétique à l'Institut Cochin, l'hôpital Cochin. Alors, je suis désolé, j'ai dû m'absenter. J'avais prévu d'être là toute la journée. Et puis, on m'a demandé en urgence d'aller représenter l'Institut de formation doctorale à un comité d'évaluation d'une école doctorale par l'HCERS à Saclay. Donc, j'ai fait l'aller-retour et je suis arrivé là tout juste. Donc, je n'ai pas tout entendu. J'espère que je ne ferai pas de doublon par rapport à ce qu'on a pu vous dire. Alors, je ne sais pas l'image que vous aviez dans la tête. Alors, je vais parler surtout pour les doctorants. Je suis désolé pour les autres, mais en tant que directeur d'école doctorale et représentant l'Institut de formation doctorale, je vais parler surtout pour les doctorants. Donc, je ne sais pas l'image que vous aviez dans la tête de ce qu'était la recherche quand vous avez décidé d'en faire et quand vous avez commencé. Je crains le pire et je crains que vous aviez à l'époque dans la tête la vision qu'en donnent les médias, c'est-à-dire une vie qui est d'une béatitude absolue, où tout est merveilleux, où on est des grands savants qui font des grandes découvertes et tous les jours c'est absolument formidable parce qu'il y a des tas de choses nouvelles, géniales. Maintenant que vous êtes en thèse, vous savez que c'est totalement faux, que c'est un gros mensonge, que la recherche est un métier excessivement dur, où la concurrence est effrénée et impitoyable. C'est un milieu bourré de piranhas, de crocodiles, le plus souvent anglo-saxons, et c'est les pires. Et donc, ce n'était absolument pas ce que vous imaginiez au départ. Donc déjà, une certaine déception. D'autre part, il y a une chose que vous ne saviez pas non plus, c'est que la recherche, c'est un métier de l'échec. Quasi continuel. C'est-à-dire que vous commencez avec plein d'enthousiasme en disant c'est génial, c'est tel enzyme qui fait comme ça, je vais faire ça, et puis c'est merveilleux, extraordinaire, hop, vous faites la manip, et pas du tout, c'est pas ça, c'est raté. Il faut trouver autre chose. Donc vous recommencez. Et puis quand même, un matin, il y a un moment où ça marche. Alors je vais juste faire un petit graphe, j'avais pas fait de diapo. Donc. Donc c'est un graphe en fait que j'ai piqué dans des trucs d'école de commerce. Et donc il est tout simple. Vous avez ici le temps et vous avez ici, en utilité arbitraire, votre enthousiasme. Donc quand vous commencez, il commence assez haut en général. Et puis il y a une période assez difficile où rien ne marche. Et puis un matin, c'est formidable, il y a quelque chose qui vous plaît. Donc là, votre enthousiasme, il grimpe. Pour vous donner un exemple extrême, imaginez que vous êtes Dominique Stellin de Lille, postdoc en Californie, dans le laboratoire. Je vais prendre ça, c'est bon, c'est bon. C'est plus simple, ça ira plus vite. Désolé. Donc dans le laboratoire de Bishop, en 1976, et il y a les nouvelles techniques de génie génétique qui viennent d'apparaître. Vous découpez un virus aviaire qui est le virus du sarcome de Raus, qui est un virus cancérigène. Vous le coupez en morceaux, vous retirez un morceau, vous sortirez un autre, et puis vous voyez que tout d'un coup, quand vous retirez un petit truc au bout auquel on ne comprend rien, le virus n'est plus cancérigène. Et si vous prenez ce petit bout que vous avez retiré et que vous le mettez sur un autre virus non cancérigène, il devient cancérigène. Donc quand vous trouvez ça, un gène comprend, on le retire, c'est plus cancérigène, on le met, alors là vous êtes 3 étages au-dessus, et ça monte. Et là vous allez surinterpréter, parce qu'à chaque fois que vous avez un résultat qui vous plaît, si vous n'avez pas un enthousiasme hyper débordant, vous ne pouvez pas faire de recherche. Donc comme vous avez un très grand enthousiasme, vous allez extrapoler, et ça va être absolument formidable. Par contre, le cancer, il y avait
depuis 50 ans, plus de 200 équipes dans le monde qui travaillaient dessus. Et puis il arrive un jeune con qui dit, bon voilà, c'est simple, on prend un petit machin, voilà, c'est le gène du cancer, réservez ma chambre à Stockholm pour le Nobel. Donc là, tout le monde va vous tirer dessus, et voilà ce qui va se passer. Parfois, ça descend en dessous. Ça s'arrête de temps en temps ici parce que vous avez attaqué toute la communauté, vous avez bouffé dans leur gamelle, donc ça ne peut pas aller, et ils vous tirent dessus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cas-là? Ils ont regardé le gène, ils l'ont hybridé avec des cellules humaines. Et toute cellule humaine a l'oncogène en question, SARC, et n'importe quel animal l'a. Donc bien évidemment, ça tombe là. Sauf que l'oncogène qui est cancérigène, il a plus d'un tronc, il a des mutations, et puis à ce moment-là, on voit que les mutations, elles jouent leur rôle, et puis ça remonte. Et à la fin, l'important, c'est ça, ce delta qui est la valeur de ce que vous avez découvert. Donc, pour votre équilibre psychologique, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on trouve des choses quand on est chercheur. C'est dur, mais on arrive au bout. Alors, il y a un point dernier où je m'arrêterai, qui est un danger. C'est la vision de la presse, qui n'aura rien à faire de ce que vous faites, et quand vous allez sortir quelque chose d'important, elle va grimper dessus et surinterpréter par rapport à ce que vous allez raconter. Et pour eux, il faut faire du papier, et ils sont très dangereux, ils vous appellent au téléphone, et puis ils vous font parler pendant 2 heures, et ils retirent quelques mots dans ce que vous avez dit, et souvent vous font dire l'inverse de ce que vous avez dit. Donc il faut faire attention. Je me rappelle, je n'oublierai jamais, j'ai eu un coup de téléphone à 12h moins le quart d'une journaliste d'Europe 1, il y a quelques années, qui me dit « On a découvert le gène de l'homosexualité, qu'est-ce que vous pouvez me dire ?» Alors en fait, c'est parce que les grandes revues ont des attachés de presse qui envoient des communiqués de presse avant que la revue sorte, Nature Genetics en l'occurrence, et bien évidemment dans le communiqué de presse, on ne dit pas bon, il va sortir un article, mais ce qui est intéressant ou pas, on se le demande, c'est demain sort la grande découverte, qui ceci, qui cela. Donc je lui demande de me dire quel est le gène. Il me dit j'en sais rien, c'est pas dans le communiqué de presse. Et je lui demande de me lire le truc, il n'y avait absolument rien dedans. Donc je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je peux rien vous dire. Elle me dit oui, mais j'ai un rédacteur en chef, un quart d'heure avant le journal, il faut me dire quelque chose. Et il ne faut surtout rien dire. Si vous avez... Alors, je lui ai dit que si c'était vrai, c'était une catastrophe, parce qu'à ce moment-là, il y avait sûrement aussi un gène de la sainteté, et le pape avait été obligé de décanoniser tous les saints, parce qu'ils y étaient pour rien. Donc là, elle a raccroché en disant, ce crétin-là, je ne pourrais rien en tirer, mais j'aurais dit n'importe quoi, c'est ce qui serait passé à l'antenne quelques temps après. Alors, faites très attention, parce que sur un plan éthique, ça peut être extrêmement grave. Si vous travaillez, comme moi, sur des maladies humaines, et je travaille sur des maladies héréditaires rares, eh bien, vous allez peut-être induire des espoirs et des faux espoirs chez les malades. Et ça, c'est catastrophique. Et il faut être extrêmement prudent parce qu'ils n'ont pas la culture pour interpréter tout ce qu'il y a derrière ce que vous racontez. Donc, sur un plan éthique, avec les familles, les patients, il faut faire très, très attention. D'autant plus qu'il y a une chose, si vous ayez dans la tête, c'est qu'ils ne pensent pas comme vous. Et ils n'ont pas tort et vous n'avez pas tort. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes, l'une en face de l'autre, aucune n'a tort, mais chacune pense exactement l'inverse de l'autre. Pour vous donner un exemple, j'ai eu la chance d'être un des premiers à faire du diagnostic prénatal en 85, je suis tombé à la bonne période, et donc j'ai fait le premier diagnostic prénatal d'hémophilie en janvier 85. On est allé voir le président de l'association des hémophiles en disant, avec mon patron, c'est génial, on a réussi, on peut le faire, dites bien à toutes vos familles, qu'à partir de maintenant, on peut faire du prénatal. Alors, comme il était poli, il ne nous a pas traité d'assez. Mais il nous a dit immédiatement, moi, je suis hémophile, je suis là, je suis très content d'être là, j'adore la vie, avec vos conneries, je ne serai pas là. Donc n'imaginez pas que je vais aller faire de la pub pour ça. Et autre choc, discussion avec une femme qui était une haute responsable paramédicale, qui nous dit, je sais que vous faites des mucoviscidose dans votre labo, j'ai une fille atteinte de mucoviscidose, jamais je viendrai vous voir. Et son explication, elle était toute logique et on n'y pouvait rien. Elle nous a dit, vous vous rendez compte, j'ai ma fille qui est là, qui est malade, qui souffre. Si je fais un prénatal, c'est lui dire, tu m'as tellement pourri la vie que le suivant, je préfère le tuer. Alors en fait, c'est pas comme ça qu'il fallait raisonner. C'est ta sœur souffre tellement. Enfin, je ne veux pas que
ta sœur ou ton frère souffre autant que toi. Et si on peut essayer de faire en sorte que non. Voilà. Donc, quelqu'un, heureusement, ceux qui sont atteints de maladies hyper graves, heureusement qu'ils ont des mécanismes de compensation qui font qu'ils sont très heureux de vivre et qui n'ont pas du tout la même vision que vous de ce qu'est la vie, etc. Donc, faites très attention quand vous discutez avec eux de ne pas avoir l'impression de tout savoir et de considérer que c'est des tards. Et souvent, c'est ça que ça veut dire quand on téléphonait à un hémophile en disant pour faire des essais prénatales chez votre nièce, on a besoin de votre sang. Ça revenait en gros à dire votre nièce, elle ne veut surtout pas avoir un taré comme vous. Et donc, voilà, faites très très attention. Alors, donc, en pratique, vous allez avoir ça tout le long de votre vie, ce cycle. Et quand vous voulez avoir un poste, ça va être pareil. Quand vous voulez avoir de l'avancement, c'est pareil. On va regarder votre dossier, vos publications. Ce matin, on disait que peut-être on allait regarder autre chose que l'impact factor. Ça fait 30 ans que j'entends dire et que ça n'a pas bougé, donc j'y crois pas trop. S'il n'y a pas l'impact factor, il y aura autre chose qui sera pareil. Et donc, vous allez avoir continuellement des pressions qui vont vous pousser à tricher. Et quand il y aura un résultat très intéressant, je vais dire c'est génial, mais il y a un petit truc là qui est... Et là, il y en a certains qui ont tendance à oublier parce qu'on ne regarde que le reste. Alors bon, il y a des vrais malhonnêtes, hein, parce qu'en plus de ça, quand vous allez envoyer vos résultats, vous allez vous dire, il est génial mon résultat, j'ai envoyé ça à Science, Nature. Bon. Alors en général, il y a une belle lettre qui vous fait comprendre qu'on ne l'a même pas lu l'article, puisque le comité de rédaction les regarde tous avant d'envoyer au reviewer et ils n'envoient que ce qu'ils considèrent comme étant supérieur. Donc. Mais vous pouvez avoir un rapport, souvent c'est assez long et pour beaucoup c'est votre truc, vous n'avez pas pris les bonnes cellules, on n'y croit pas, etc. Donc il faut recommencer et puis un jour, c'est bon, ça y est, vous avez et on répond. Il faut bien voir que les reviewers, vous mangez aussi dans leur gamelle. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre des gens qui sont hyper spécialisés dans votre domaine. Et si vous publiez quelque chose, c'est quelque chose qu'ils ne publieront pas. Et si en plus ils avaient envie de le faire, donc c'est un peu difficile, mais c'est dans tous les métiers pareil. Je me rappelle d'un journaliste très méchant qui a envoyé à plein d'éditeurs français un roman de Marguerite Duras dont il avait changé le titre et il avait mis un nom d'un inconnu. Et le truc était accompagné d'une lettre en disant « c'est mon premier roman ». Il n'y a aucun des éditeurs qui l'a accepté, y compris l'éditeur de Marguerite Duras. Et les lettres qui accompagnaient sous-entendaient qu'il valait mieux penser à autre chose que de faire de la littérature. Donc, vous voyez qu'on peut rencontrer ce genre de problème dans toutes les disciplines. Donc, devant toutes ces pressions, eh bien, il va falloir avoir beaucoup de force pour tenir et jusqu'au bout. De toute façon, il faut que vous vous disiez bien que si jamais vous ne tenez pas, ça finira mal. Parce que, à partir du moment où on a fait vraiment une grande fraude, pas du détail, mais un point important, il y a un Américain qui s'appelle Spector, dans les années 80. On venait de découvrir que la phosphorylation des tyrosines était impliquée dans la division cellulaire. Et donc, possibilité de rôle dans le cancer, rôle qui existe. Donc, M. Spector, qui était un jeune postdoc, a pris de l'encre dans lequel il a mis de la radioactivité, et puis il a inventé une cascade, et sur du papier, il a tracé des traits, il a fait l'autoradiographie, et c'était toutes les bandes de protéines phosphorylées sur les tyrosines, avec une superbe cascade. Il faut être complètement fou pour faire ça, parce que c'est quelque chose en plein boom, où il est évident qu'on se fait prendre, c'est pas possible autrement. Et il a terminé à l'asile. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que sa cascade était pratiquement totalement vraie. À un point de détail, il avait parfaitement tout imaginé. Donc, vous serez sûrement victime aussi de choses qui vous exaspéreront. Nous, on avait, avec un grand consortium, trouvé un gène, on a envoyé l'article à Nature Genetics, et puis on s'est aperçu que l'équipe concurrente, eh bien, ils ont envoyé leur article 2 jours après, donc les deux ont été pris, mais il est évident que c'est Nature Genetics qui a prévenu
l'équipe américaine concurrente, qu'on l'avait envoyé, et donc il l'a envoyé. Et j'ai un de mes collègues qui ne recevait pas la review de son article, et puis un jour il l'a reçu, et comme par hasard, dans le même numéro de Cell, il y avait son article et l'article d'un Américain à côté. Alors le pire de l'excitation, c'est un Américain qui s'appelle Goldfinger, qui était éditeur au New England Journal of Medicine. Et en 72, il a publié que la colchicine guérissait une maladie qui s'appelle la maladie périodique en France et la fièvre migraine familiale ailleurs dans le monde. Donc ça ne guérissait pas, mais ça retirait toute symptomatologie. Donc très bien, parfait, ça soigne les gens. Bon. Et puis on a trouvé le gène, on y a participé. Et c'est une maladie qui sévit principalement dans le bassin méditerranéen. Et ça a fait la une du journal télévisé de Tel Aviv, parce qu'il y a un hétérozygote sur 5 en Israël. Premier congrès, et un Turc arrive, et il présente la lettre de refus du New England Journal of Medicine de l'article qu'il avait envoyé expliquant que la colchicine était le traitement de la fièvre migraine familiale. Et M. Goldfinger, qui a fait le truc, était éditeur au New England Journal of Medicine. Donc quand ça vous tombe dessus, c'est un peu énervant. Donc tous ces trucs-là, vous les aurez, enfin peut-être pas à ce point-là, mais pour autant, surtout, rester dans une intégrité parfaite. Il ne faut pas... c'est tellement facile aujourd'hui, quand il y a un petit truc avec un analyseur d'image qui ne va pas, de truquer. Donc il ne faut pas succomber à la tentation, c'est très important. Ne serait-ce que pour ne pas diffuser des résultats qui sont faux et qui vont faire que tout le monde va se casser la figure après, parce qu'on va partir de ce que vous avez dit pour aboutir à quelque chose qui est complètement faux. Donc, et malheureusement, il arrive que ça ne soit pas le cas. On a eu un problème à BioSPC il n'y a pas si longtemps que ça. 4 jours avant la soutenance, le directeur de thèse nous a appelés affolés en disant c'est une catastrophe, on vient de découvrir qu'elle n'avait rien fait, qu'elle a tout piqué, que c'est tout faux. Elle a récupéré dans la base de données des photos, et tous ses travaux, c'est en fait des photos des autres qu'elle a maquillées, assemblées en imaginant un truc. Donc vous imaginez un peu dans quel état cette pauvre jeune fille se retrouve. Bon, elle a déconné, mais enfin bon, c'est... Et puis c'est un piège, quand on a commencé le truc, on se prend dedans et puis on n'arrive plus à s'en sortir. Donc le mieux, c'est de ne pas commencer. Voilà. Merci beaucoup. Bon, bonjour tout le monde. Donc c'est mon tour pour finir la séance. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Christian et Claude pour les efforts qu'ils déploient depuis maintenant plusieurs années pour l'intégrité scientifique. Donc, c'est quelque chose qui est super important donc, pour les jeunes, pour vous. Et je remarque que maintenant, ils réussissent. Pourquoi? Parce que tous les 2 mois, ils organisent une conférence ou un colloque. Et plus on avance dans le temps, plus le public est jeune. C'est-à-dire ils ont atteint leur vraie cible. La vraie cible, ce sont vous, ce sont les chercheurs, les futurs chercheurs. Et donc, c'est vous qui avez une carrière devant vous. Et attention, donc, comme disait monsieur, il faut toujours être intègre, ne pas subir les pressions qui sont très diverses, qui peuvent venir de votre directeur de thèse, de votre directeur de laboratoire. Mais une fois que vous êtes chercheur, attention à un problème qui nous guette tous, c'est le problème de la starification du chercheur. C'est un métier où on peut être exposé aux médias, et les médias peuvent raconter un peu n'importe quoi sur nos recherches. Donc, il faut faire très, très important à ça et ne pas avoir la grosse tête et ne pas vouloir tout le temps publier dans les plus gros journaux et toujours suivre les impact factors. Donc, ce que je voudrais vous dire, donc, il faut combattre donc, les problèmes d'inconduite scientifique sous 4 angles. Le premier, qui est le plus important pour moi, c'est former. Former les plus jeunes dès la base. Et donc, à la biomédicale, on a pris la décision, donc c'était un peu une décision autoritaire de ma part, d'imposer des cours d'éthique dès le L1, dès la première année de licence, parce que je suis convaincu que quand on forme les jeunes dès le départ au problème d'inconduite scientifique, d'intégrité scientifique, cette formation va durer très longtemps. Donc, on grave ceci dans le marbre. Et ce qui est important dans la formation des jeunes, c'est
on commence par l'éthique scientifique et on bascule très très vite vers les biostatistiques. Les biostatistiques, c'est un rempart très très important qui se dresse contre les problèmes de fraude directe ou indirecte. Les fraudes indirectes, c'est que parfois vous avez, pour améliorer une expérience, vous allez retirer un point, une souris, quelque chose qui vous dérange. Et ce point qui vous dérange peut être vraiment le vrai résultat. Donc faites attention à ça. Et la biostatistique est quelque chose de super important. C'est la censure. Voilà. Donc c'est très important la biostatistique. Il faut que vous le maîtrisiez, mais peu de gens en sciences maîtrisent les biostatistiques. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'entourer de biostatisticiens qui sont vos vrais collaborateurs. Donc c'est un point qui est essentiel. Donc la formation pour l'éthique et ensuite la formation pour la biostatistique. Et cette formation donc, commence en licence, mais j'ai remarqué maintenant qu'il y a un vrai engouement au niveau des masters. Ce matin, par exemple, j'ai reçu un mail d'un responsable de master me demandant de lui trouver un enseignant qui va faire un cours sur l'éthique, et c'est le pauvre Claude Forest qui va s'y coller. Donc j'ai donné ton nom, Claude. Donc pour les masters aussi, il faut suivre les étudiants en master. Le deuxième niveau de formation, et ça va choquer certains d'entre vous, je souhaiterais qu'il y ait une formation pour les enseignants-chercheurs, les ingénieurs qui viennent d'être recrutés. Donc une formation qui est obligatoire pendant la période de stage pour les former aux problèmes d'intégrité scientifique. Pourquoi ces gens-là? Ces gens-là sont normalement aigris, ils ont déjà fait une thèse, plusieurs post-docs, ils ont passé des concours ultra prestigieux, et ceux-là, il faut aussi les former. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi une pression énorme pour avoir ce type de poste. Les former, pourquoi? Pour comprendre les enjeux des problèmes d'inconduite scientifique et de fraude scientifique. C'est la partie la plus grave, on va dire. Ce sont des enjeux économiques très importants. Direct, c'est le coût des manips. Les manips que nous faisons ont un coût exorbitant. Et l'enjeu indirect, c'est qu'une fois qu'on a publié ces expériences, une personne, quelque part dans le monde, va se baser sur nos résultats et va essayer de la reproduire. Pas de la reproduire, va bâtir un projet sur nos résultats. Et ça, c'est le plus grave, parce que son projet va s'effondrer très vite si nos résultats étaient mauvais. Deuxième chose, la psychologie. On ne se rend pas compte, on met une pression sur nos N-1, donc nos étudiants, ou un chef d'équipe peut mettre une pression sur un chercheur de son équipe pour orienter des résultats. Donc cette pression psychologique va provoquer peut-être un problème de retirer quelques points ou même pire, des problèmes de fraude. Donc il faut former ces jeunes recrues à la partie psychologique, ne pas mettre de pression et ne pas faire subir, donc ne pas subir une pression du N+1 ou ne pas faire subir une pression au N-1 pour orienter un résultat. Il y a aussi le problème des normes. Les normes sont très très importantes, les normes de qualité. Il faut qu'on dise aux jeunes recrues de préférer toujours l'utilisation de plateformes qui ont des normes de qualité, donc les fameuses ISO 9001. Pourquoi ces normes sont importantes? Parce que parfois on a un résultat sur un microscope où les lasers ne sont pas calibrés. Ça veut dire automatiquement le résultat est faux. Si on utilise des normes, des plateformes qui n'ont pas obéi à des normes de qualité, le pipetage peut être mauvais, donc les résultats mauvais. Donc il faut faire attention à tous ces points-là et de temps en temps, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, entre guillemets, obliger le chercheur, l'enseignant-chercheur, l'ingénieur de refaire une petite formation sur tout ce qui est intégrité scientifique. Vous savez, c'est une petite pente qui est légèrement glissante, mais plus on glisse vers ces problèmes, et plus c'est grave pour la recherche. Ce qui est très grave pour la recherche, ce n'est pas le côté uniquement financier, c'est le côté corruption du savoir. C'est la pire chose que l'humanité peut faire, c'est corrompre le savoir, introduire petit à petit des erreurs dans le savoir, et là on le paiera pendant des générations et des générations. Donc, aussi, c'est le manque de confiance dans les scientifiques. On assiste à cela. Je suis un des premiers à faire ça. Dès qu'un étudiant en thèse me dit « Super, regarde cet article, c'est une bonne piste pour nous ». La première chose que je lui dis, attention, reproduis les résultats. Et plus l'impact du facteur de l'article cité est élevé,
et plus la suspicion est importante. Et ça, c'est très dommage, parce qu'il y a une perte de confiance entre les scientifiques, mais aussi entre, on va dire, la société et les scientifiques. Et on a remarqué une chose, c'est le travail de Pierre Corvol. En France, on a un manque très important de confiance dans la génétique. Et nous sommes le meilleur pays en génétique. C'est-à-dire nous sommes un pays leader dans le domaine de la génétique. Plus on est meilleur et plus on a un problème de confiance entre la société et les scientifiques. Donc former est très important. Deuxième chose, c'est le conseil, la surveillance et l'information. Et là, c'est une idée que peut-être que vous avez débattu de ça. Tout le monde nous parle, et c'est un point très important, des référents donc d'intégrité et d'éthique scientifique. Je voudrais passer à un niveau plus bas, qui est le niveau de correspondant, intégrité et éthique scientifique. Ces correspondants c'est un réseau qui se déploie dans tous nos laboratoires. Ce sont des individus, des agents qui sont là pour informer. Donc vous connaissez tous, par exemple, les référents, les correspondants hygiène et sécurité. Ce sont les gens qui nous embêtent, qui nous disent « attention, mettez une blouse, attention, ne pas utiliser le BET sur cette paillasse, etc. » Les correspondants intégrité scientifique sont là pour nous informer, pour nous former de temps en temps. Et aussi, ils sont là pour détecter des problèmes entre les chercheurs, par exemple pour les signatures d'articles. Ça, on en parle peu, mais il y a souvent des problèmes de signature d'articles. Je vais être en dernier, en avant-dernier, en premier. Donc, parfois, il y a des vrais soucis à cause de ça, et le correspondant intégrité scientifique peut résoudre ces problèmes en amont, vraiment en amont, avant qu'on arrive à un stade endémique. Et peut-être que ce correspondant intégrité scientifique pourrait être le vrai lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui est formé, qui est dans un réseau, et peut-être que c'est lui qui va dire à un moment « stop », on lance une alerte aux OPST, on lance une alerte à l'université, et on saisit le référent intégrité scientifique. Donc on commence par la base, donc au niveau des correspondants, pour arriver aussi ensuite au niveau du référent. Donc le troisième point, je vous l'ai dit, c'est les normes. Les normes sont super importantes, mais elles sont ultra coûteuses. Chaque fois qu'on veut labelliser une plateforme ISO 9001 ou autre, un label de qualité, c'est un coût très très important que généralement on essaye d'éviter. Mais je pense que c'est la responsabilité des EPST et des universités pour que ces plateformes aient des normes de qualité. Des normes, on sait que les robots sont révisés, les piquetages sont corrects, les microscopes sont révisés, etc. Je vais terminer par le plus dur, et je n'ai pas de réponse à ça, c'est la sanction. Donc, on avait eu cette discussion quand on avait organisé une conférence à l'étranger. C'était sur la corruption. On avait une partie sur la corruption scientifique, donc Charles Duchesne était présent, et l'après-midi, on avait abordé les problèmes d'intégrité scientifique, et quelques personnes ont parlé de corruption scientifique. Bon, c'était un débat. C'est quoi la corruption scientifique? Est-ce que c'est l'enrichissement personnel du chercheur? Parce que vous savez tous, on a une ERC, on peut augmenter notre salaire. Est-ce qu'en modifiant légèrement quelques résultats, on peut avoir un complément de salaire, etc. Donc, c'est là où la sanction est importante. Et quand est-ce qu'on peut parler de sanction? Quand il y a une vraie fraude, une fraude avérée. Donc, comment démontrer qu'il y a une fraude? Est-ce que je suis en désaccord avec mon collègue parce que je n'ai pas utilisé le bon tampon ou la bonne température pour mes souris ou pour mes cellules? Ça, c'est un débat scientifique. Mais le jour où je vais commencer à retourner une image, à décontraster un gel, à même, certaines personnes l'ont fait, avoir des échantillons dont je connais les résultats dans un frigo, là, on arrive à des choses beaucoup plus graves. Et là, on a déjà, comme Charles Duchesne l'a dit, on a déjà un arsenal juridique. Donc, il ne faut pas créer des lois et des surlois. On a déjà tout ça au niveau de la législation. Donc, je vais terminer par ce point-là qui est très négatif. Et je souhaite à tous ces jeunes chercheurs et chercheuses qui sont dans cette salle beaucoup de réussite. Et n'oubliez pas, il ne faut jamais avoir la grosse tête. Il faut toujours avancer. Et ce qui est votre vrai dynamo, c'est le savoir. Arriver vraiment au savoir. Et le reste n'est pas très important. Voilà, je remercie tout le monde et surtout je remercie Claude et Christian.
Merci beaucoup. Ne bougez pas juste encore 2 petites minutes, parce que j'ai cette annonce à faire qui vous a été déjà donnée en début de session, en début de matinée. Donc nous lançons à nouveau un appel d'offres auprès de vous, les étudiants. Les rangs sont un peu éclairsemés, mais vous étiez beaucoup plus nombreux plus tôt. Pour la rédaction d'un article scientifique sur un problème d'intégrité scientifique que vous aimeriez traiter à l'écrit, avec cet appel d'offres, avec à la clé la possibilité de publier, la possibilité, évidemment, si l'article est intéressant, bien tourné, etc. Vous pouvez faire ça seul ou en binôme. Donc nous allons utiliser vos adresses e-mail pour vous envoyer ça, et ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés pourront répondre à cet appel d'offres. Et je pense que la date limite sera en début d'automne ou quelque chose comme ça. On vous précisera ça par email. Voilà, donc merci encore à tous les intervenants et à vous tous qui êtes encore là à cette heure tardive pour ces sessions qui, je crois, ont été très enrichissantes pour tous. Merci encore.